En tant que médecin, j'ai été choquée de découvrir que cette pratique apparemment inoffensive détruisait tranquillement les derniers liens familiaux des personnes de plus de 60 ans. Lors d'un examen de routine, j'ai observé un schéma dévastateur qui se répétait dans un cabinet après l'autre. Madame Margarida, 65 ans, est venue me voir avec ce regard vide que je connais bien. Veuve depuis 2 ans, elle m'a confié une chose qui m'a donné des frissons. Chaque dimanche, elle préparait un déjeuner complet pour 8 personnes, dressait la table avec la porcelaine qu'elle avait conservée pendant des décennies et attendait. Elle attendait que ses enfants arrivent, que ses petits-enfants franchissent le portail en courant, que la maison reprenne vie. Mais le cours des choses était toujours le même. Des messages annulés à la dernière minute, des engagements plus importants qui surgissaient, des excuses de plus en plus creuses. Et Margarida, sans s'en rendre compte, avait pris une habitude qui éloignait encore plus sa famille. Elle a commencé à appeler tous les jours. Au début, c'était des appels affectueux pour s'enquérir de la journée de ses enfants. Puis, c'est devenu des remarques subtiles et harcelantes à propos de visites manquées. En quelques semaines, ces questions se sont transformées en questions sur les raisons pour lesquelles ses petits-enfants ne l'appelaient plus, pourquoi ses belles-filles semblaient toujours occupées, pourquoi elles se sentaient oubliées. Ce que Margarida ignorait, c'est que chaque appel, empreint de tristesse et de pression, créait une image négative dans sa famille. Il commençait à éviter de répondre, à reporter les appels et à trouver des excuses pour ne pas lui rendre visite. C'était comme si sa douleur contaminait chaque conversation, transformant des moments qui auraient dû être des moments de connexion en épisodes de culpabilité et de malaise. Les neurosciences de la tristesse révèlent quelque chose d'inquiétant dans ce schéma. Lorsque nous exprimons constamment notre solitude par des exigences émotionnelles, nous activons une réaction de fuite dans le cerveau des autres. Il s'agit d'un mécanisme primitif d'autopréservation qui pousse les gens à se replier sur eux-mêmes, précisément au moment où nous avons le plus besoin de proximité. En observant des centaines de personnes âgées abandonnées par leur famille, j'ai réalisé qu'il existe une habitude cruelle qui amplifie considérablement cet éloignement. Une habitude si subtile qu'elle passe inaperçue, mais si toxique qu'elle peut détruire les relations familiales en quelques mois. Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez l'impression que votre famille s'éloigne, si vos appels sont répondus à la hâte, si vos visites génèrent plus d'obligations que de plaisir, cette habitude est peut-être le poison silencieux qui tue vos relations les plus précieuses. Tapez « oui » maintenant, si vous reconnaissez cette douleur dans votre vie, car ce que je suis sur le point de révéler pourrait faire la différence entre passer vos prochaines années entourées d'amour ou regarder votre famille disparaître lentement de votre vie quotidienne. Ce qui est arrivé à Margarida dans les semaines qui ont suivi m'a fait remettre en question tout ce que je croyais savoir sur l'abandon familial chez les personnes âgées. Elle est revenue à mon bureau 3 semaines plus tard, mais cette fois, quelque chose avait profondément changé dans son regard. La transformation a commencé lorsqu'elle a enfin compris le piège émotionnel dans lequel elle était tombée. Pendant des années, Margarida a cru qu'exprimer sa solitude et son désir était le moyen naturel de rester proche de sa famille. Après tout, s'il savait combien elle souffrait de solitude, il viendrait certainement plus souvent, l'appellerait plus souvent et se soucierait davantage de son bien-être. Mais la cruelle réalité était tout autre. Chaque appel téléphonique où elle évoquait sa solitude, chaque conversation où son abandon était évident, chaque rencontre où elle exigeait plus d'attention créait une association douloureuse dans l'esprit de ses enfants et petits-enfants. Il commençait à associer sa présence à la culpabilité, à la tristesse et à une responsabilité émotionnelle de plus en plus lourde à porter. Le tournant se produisit un mardi après-midi. Margarida avait appelé son plus jeune fils, comme chaque après-midi à 15 heures. Pour la première fois depuis des mois, elle entendit sa propre voix en dehors de la conversation. Elle perçut la subtile exigence lorsqu'elle lui demanda pourquoi il n'avait pas appelé la veille. Elle sentit le poids de ses mots lorsqu'il commenta le silence régnant dans la maison. Elle remarqua comment sa tristesse transparaissait dans chacune de ses phrases, créant une atmosphère tendue qui accélérait chaque jour la fin de la conversation.
C'est alors qu'elle prit conscience de l'habitude dévastatrice qu'elle avait prise sans s'en rendre compte. Elle était devenue une source constante de culpabilité émotionnelle pour les êtres qu'elle aimait le plus. Sans le vouloir, elle transformait chaque contact en un douloureux rappel qu'elle n'était pas suffisamment aimée, visitée ou qu'on ne se souvenait pas d'elle. La découverte la plus choquante fut lorsqu'elle réalisa que d'autres personnes âgées autour d'elle faisaient exactement la même chose. Dans leur groupe paroissial, dans les files d'attente à la banque, dans les conversations dans l'ascenseur, tous répétaient le même schéma autodestructeur. Ils se plaignaient de l'absence de leurs enfants à leurs propres enfants. Ils exigeaient plus d'attention de leurs petits-enfants, parlant de solitude. Ils parlaient d'abandon aux personnes mêmes qui les abandonnaient. Lors d'une consultation sur le deuil familial, j'ai découvert que cette habitude avait un nom en psychologie du vieillissement. On l'appelle « demande émotionnelle inversée » et c'est l'un des facteurs les plus puissants de l'éloignement familial chez les personnes âgées. Plus nous exprimons nos besoins, plus nous créons de la résistance. Plus nous exigeons d'être présents dans le deuil, plus nous repoussons ceux qui nous sont chers. Ce qui me frappe dans ces cas d'abandon, c'est que la solution n'a pas consisté à accepter la solitude ou à faire semblant que tout allait bien. Il s'agissait de comprendre qu'il existe une toute autre façon de se connecter à sa famille, une approche qui attire plutôt que repousse, qui crée un désir de proximité plutôt qu'une obligation d'être présent. Margarida était sur le point de découvrir que de petits changements dans la façon de communiquer pouvaient complètement transformer la dynamique familiale, ramenant la spontanéité des visites et le véritable plaisir de se retrouver. La première découverte qui a changé la vie de Margarida a eu lieu lorsqu'elle a appris la technique que j'appelle « communication magnétique ». Au lieu d'exprimer son besoin, elle a commencé à manifester une véritable curiosité pour la vie de ses proches. Le lundi suivant notre conversation, Margarida a appelé son plus jeune fils. Mais cette fois, au lieu de commencer par commenter sa solitude ou de lui demander pourquoi il ne l'avait pas appelé, elle a dit quelque chose de complètement différent. Elle s'est enquise du projet dont il avait parlé au travail quelques semaines plus tôt. Elle voulait savoir comment se déroulait le cours d'anglais de sa petite fille. Elle a manifesté un intérêt sincère pour les défis auxquels ils étaient confrontés. Le résultat fut immédiat et surprenant. La conversation, qui durait habituellement 3 ou 4 minutes, s'est prolongée sur plus de 20 minutes. Pour la première fois depuis des mois, elle entendit son fils rire spontanément pendant l'appel. Il lui fit part de préoccupations qu'il n'avait pas évoquées depuis un moment, évoqua ses petites victoires quotidiennes et fit des projets pour le week-end, incluant une visite informelle et sans tabou. Les neurosciences des relations humaines expliquent ce phénomène de manière fascinante. Lorsque nous nous concentrons véritablement sur la vie des autres, nous activons leur centre de plaisir et de validation dans leur cerveau. Ils se sentent vus, valorisés et importants. Ce sentiment positif crée une association automatique avec notre présence, ce qui les incite à désirer davantage de contact avec nous. En observant des centaines de personnes âgées qui ont surmonté l'abandon familial, j'ai identifié 3 éléments fondamentaux de cette communication transformatrice. Le premier consiste à remplacer les questions sur l'absence par des questions sur la présence. Au lieu de « Pourquoi ne m'appelles-tu pas ?», demandez plutôt « Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de « Tu me manques », dites plutôt « Je suis heureux quand je te parle ». Le deuxième élément est de démontrer une véritable mémoire affective. Margarida a commencé à noter les détails importants de conversations précédentes. Si son petit-fils mentionnait un examen difficile, elle s'enquérait des résultats. Si sa belle-fille s'inquiétait d'un projet, elle s'en souvenait et s'enquérait de son avancement. Ces petites marques d'attention créaient un profond impact émotionnel. Le troisième pilier de cette transformation a été d'apprendre à célébrer les petites victoires familiales plutôt que de se focaliser sur les échecs. Lorsque son fils a obtenu une promotion, Margarida a été la première à l'appeler pour le féliciter. Lorsque sa petite fille a réussi une matière difficile, elle lui a adressé un message d'amour. Elle est devenue une source d'énergie positive
au lieu d'être un fardeau émotionnel. La technique de la curiosité authentique a si bien fonctionné qu'en 2 semaines, la dynamique familiale a complètement changé. Les enfants ont commencé à appeler spontanément pour prendre des nouvelles. Les petits-enfants ont commencé à envoyer des photos et des messages sans occasion particulière. Les visites ont recommencé à se faire de leur plein gré et non par obligation ou par culpabilité. Mais Margarida a découvert qu'il ne suffisait pas de changer sa façon de communiquer. Elle devait également transformer l'énergie qu'elle dégageait lors des réunions en personne, en créant un environnement où les participants se sentaient nourris émotionnellement plutôt qu'épuisés par des exigences émotionnelles inexprimées. La deuxième transformation révolutionnaire dans la vie de Margarida est survenue lorsqu'elle a découvert le pouvoir de devenir une source d'histoires inspirantes plutôt qu'une source de soucis familiaux. Ce changement a complètement transformé la façon dont sa famille la percevait et la traitait. Lors d'une consultation sur le vieillissement émotionnel, j'ai observé quelque chose de fascinant. Les aînés qui entretenaient des familles proches et engagées avaient un point commun. Ils devenaient des dépositaires vivants de sagesse, d'histoires passionnantes et de perspectives uniques sur la vie. Leur famille les sollicitait non seulement par obligation, mais aussi parce qu'ils repartaient toujours de ces rencontres avec un précieux souvenir. Margarida a commencé à appliquer cette découverte de manière très concrète. Au lieu de se concentrer sur ses propres besoins lors des visites, elle a commencé à préparer des histoires courtes et des réflexions à partager. Lorsque son petit-fils rentrait stressé de l'école, elle lui racontait comment son propre père avait surmonté des difficultés similaires des décennies plus tôt. Lorsque sa belle-fille évoquait des problèmes au travail, elle partageait les stratégies qu'elle avait apprises tout au long de sa carrière. L'impact fut extraordinaire. On commença à associer sa présence à des idées précieuses, des conseils pratiques fondés sur une expérience concrète et une perspective rassurante sur les défis de la vie. Elle passa du statut de personne à consulter à celui de personne digne d'être consultée. La troisième technique qui a révolutionné sa situation a été d'apprendre à créer des rituels de connexion positifs. Au lieu d'attendre que sa famille arrive pour des déjeuners élaborés et stressants, Margarida a créé de petits rituels simples et agréables que chacun attendait avec impatience. Chaque vendredi, elle commençait à préparer le gâteau préféré de chacun de ses petits-enfants. Ce n'était pas une simple question de frais de visite, mais une invitation silencieuse. Ils savaient que s'ils se présentaient chez leur grand-mère le vendredi après-midi, ils trouveraient leur gâteau préféré, accompagné d'histoires intéressantes et de conversations agréables. La fréquence des visites a triplé en 1 mois. Le dimanche, elle instaurait un « temps photo d'antan ». Au lieu de se remémorer les liens familiaux d'autrefois, elle transformait les souvenirs en un pont vers le présent. Elle montrait de vieilles photos de ses enfants et racontait des anecdotes drôles, créant une atmosphère de nostalgie positive qui renforçait les liens plutôt que de culpabiliser. La 4e découverte transformatrice a été d'apprendre à prendre soin de ses enfants sans les envahir. Margarida a compris qu'elle pouvait leur témoigner de l'attention et de l'amour sans créer de pression émotionnelle. Au lieu de les appeler tous les jours pour savoir s'ils allaient bien, elle a commencé à leur envoyer des messages affectueux 1 fois par semaine, toujours accompagnés d'un message utile ou intéressant. Des études sur le vieillissement émotionnel montrent que cette approche active des centres neurologiques complètement différents. Au lieu de susciter la culpabilité et l'obligation, elle éveille la gratitude et une affection sincère. Les gens commencent à ressentir un gain précieux grâce à leur présence, et non une obligation de donner. Au final, Margarida n'était plus perçue comme une personne nécessitant de l'attention, mais comme une personne apportant une réelle valeur à la vie de famille. Ses enfants ont commencé à lui demander conseil. Ses petits-enfants ont commencé à l'appeler pour lui annoncer des nouvelles importantes. D'un fardeau émotionnel, elle est devenue un trésor familial. La 5e et plus puissante transformation du parcours de Margarida a été de découvrir comment devenir émotionnellement indépendante sans s'isoler émotionnellement. Cette découverte a non seulement changé le regard de sa famille sur elle,
mais aussi son rapport à la vie après 60 ans. La technique qui a tout révolutionné a été d'apprendre à cultiver la joie visible. Margarida a compris que lorsqu'elle était véritablement bien et heureuse, sa famille souhaitait naturellement partager cette énergie positive. Elle a commencé à investir du temps dans des activités qui l'épanouissaient véritablement, créant une vie riche et intéressante qui attirait les gens plutôt que de les rebuter. Elle s'est inscrite à un cours de cuisine italienne dont elle avait toujours rêvé. Elle a commencé à cultiver un petit jardin d'herbes aromatiques sur son balcon. Elle a repris l'habitude de lire qu'elle avait abandonnée des années auparavant. Ces activités n'étaient pas destinées à combler le vide de la solitude. C'étaient de véritables investissements dans son propre bonheur. Le résultat fut magique. Lorsque ses enfants l'appelèrent, au lieu d'entendre parler de tristesse et de besoin, ils entendirent parler de nouvelles recettes qu'elle apprenait, de plantes en fleurs, de livres intéressants qu'elle découvrait. L'énergie de la conversation changea radicalement. Elle devint une personne avec qui il était agréable de discuter. La 6e technique fondamentale consistait à apprendre à exprimer sa gratitude plutôt que son besoin. Chaque fois qu'un membre de la famille prenait contact, aussi infime soit-il, Margarida s'efforçait de le remercier de sa présence plutôt que de commenter son absence précédente. « Je suis contente que tu aies appelé. Je pensais à toi. » remplaçait « Pourquoi as-tu mis autant de temps à appeler ?» Ce simple changement a créé un cercle vertueux impressionnant. Les gens ont commencé à associer le contact avec elle à des sentiments positifs de validation et d'appréciation, et non à la culpabilité et à la pression. Naturellement, ils ont voulu renouveler l'expérience plus souvent. La 7e découverte fut révolutionnaire. Margarida apprit à créer un mystère positif autour de sa vie. Au lieu de partager chaque détail de sa routine solitaire, elle commença à n'évoquer que les aspects intéressants et stimulants de ses journées. Ses conversations devinrent plus captivantes, car il y avait toujours quelque chose de nouveau et d'intrigant à découvrir sur sa vie. Quand son fils lui demandait comment elle allait, elle répondait par exemple « Je suis ravie, car aujourd'hui je vais essayer une recette de pain italien que j'ai trouvée » ou « Je suis curieuse de voir le résultat des tomates que j'ai plantées ». Elle a rédigé un récit personnel captivant qui a suscité une véritable curiosité. La dernière technique qui a scellé cette transformation a été d'apprendre à être un refuge émotionnel pour la famille. Au lieu d'ajouter du drame ou de l'inquiétude à la vie déjà compliquée de ses enfants et petits-enfants, Margarida est devenue une source de calme et de stabilité. Lorsqu'ils arrivaient stressés, ils trouvaient la paix en sa présence. Lorsqu'ils étaient inquiets, ils recevaient un point de vue rassurant. Ce qui m'impressionne dans ce parcours de dépassement, c'est que Margarida n'a pas fait semblant d'aller bien alors qu'elle n'allait pas bien. Elle a véritablement construit une vie pleine et intéressante, source d'un réel bien-être. Sa joie n'était pas un masque pour attirer sa famille. C'était un état d'esprit authentique qui les attirait naturellement. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car ce qui vient ensuite pourrait sauver votre vie émotionnelle si vous vivez l'abandon familial silencieux qui ronge des milliers de personnes âgées chaque jour. Les neurosciences révèlent quelque chose d'extraordinaire sur le cerveau des personnes âgées qui parviennent à surmonter l'abandon familial. Lors d'une consultation sur la dépression liée à la vieillesse, j'ai découvert qu'il existe une fenêtre neuroplastique spécifique qui reste active même après 60 ans, permettant de profonds changements dans les schémas relationnels. Des études récentes montrent que lorsque nous modifions nos interactions sociales, nous créons de nouvelles connexions neuronales en seulement 21 jours. Le cerveau de Margarida s'est littéralement réorganisé pour produire des interactions plus positives et engageantes. Elle ne s'est pas contentée de modifier ses comportements, elle a remodelé des circuits neurologiques formés au fil des décennies. Ce qui me fascine le plus, c'est de découvrir que l'abandon familial chez les personnes âgées n'est pas dû à un manque d'amour, mais à des schémas de communication qui activent les centres cérébraux de l'aversion chez les membres de la famille. Lorsque nous exprimons constamment notre besoin, nous activons une réaction de fuite primitive dans le cerveau des autres. C'est comme si notre souffrance devenait contagieuse. Mais il existe un puissant antidote à ce processus.
Lorsque nous rayonnons de satisfaction et d'intérêt sincère pour les autres, nous activons les centres neurologiques du plaisir et de la proximité de nos proches. Ils ressentent un bien-être physique en notre présence, créant une dépendance positive à notre contact. Margarida a découvert que ce processus fonctionne comme un aimant émotionnel. Plus elle devenait une source d'énergie positive, plus sa famille était naturellement attirée dans son orbite. Il ne s'agissait ni de manipulation, ni de prétention. Il s'agissait d'une véritable transformation personnelle bénéfique pour tous. La découverte la plus surprenante est que de nombreuses personnes âgées ont peur de cesser d'exprimer leurs besoins, car elles croient que cela revient à accepter l'abandon. En réalité, c'est tout le contraire. En cessant d'exprimer un besoin émotionnel, nous créons un espace où les autres peuvent nous rechercher par désir sincère et non par obligation coupable. Les patients qui ont surmonté l'abandon font état d'un changement fondamental dans leur perception d'eux-mêmes. Ils ne se perçoivent plus comme des victimes en quête d'attention, mais plutôt comme des personnes précieuses qui apportent de quelque chose de précieux à leur famille. Ce changement de perspective transforme radicalement la dynamique de leur relation. Partagez ceci maintenant avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, car des milliers de personnes âgées ratent leurs dernières années de vie de famille parce qu'elles ne connaissent pas ces découvertes sur les relations humaines. Le protocole complet que j'ai développé pour les cas d'abandon familial comprend des éléments spécifiques qui renforcent et maintiennent les transformations obtenues. En observant des centaines de personnes âgées qui ont surmonté leur séparation familiale, j'ai identifié 5 piliers de soutien qui préviennent la rechute. Le premier pilier consiste à établir une routine de développement personnel qui préserve le bien-être, quelle que soit la fréquence des contacts familiaux. Margarida a créé un emploi du temps hebdomadaire comprenant des activités agréables chaque jour. Le lundi était consacré à la lecture au parc, le mardi au jardinage, le mercredi à la découverte de nouvelles recettes. Cette structure lui permettait de toujours avoir quelque chose d'intéressant à partager lorsque sa famille la contactait. Le deuxième élément clé est le développement d'un système de soutien diversifié, qui ne repose pas uniquement sur la famille nucléaire. Margarida a noué des liens avec d'autres personnes âgées, partageant ses centres d'intérêt. Elle a formé un groupe de cuisine avec ses voisins. Elle a participé aux activités de l'Église. Ce réseau social élargi a allégé la pression émotionnelle pesant sur ses enfants et petits-enfants. Le troisième pilier consiste à créer un plan d'urgence pour les moments de crise émotionnelle. Malgré tous ces changements, il y avait encore des jours difficiles où la solitude frappait durement. Pour ces moments-là, Margarida a développé des stratégies spécifiques qui n'impliquaient pas de solliciter l'attention de sa famille. Elle appelait des amis du groupe, se consacrait à des activités manuelles exigeant de la concentration ou revoyait ses albums photos avec gratitude plutôt qu'avec une nostalgie douloureuse. Le quatrième élément consiste à établir des rituels de connexion spirituelle qui offrent un soutien émotionnel profond. Pour Margarida, cela comprenait des moments quotidiens de gratitude, de méditation simple et de réflexion sur le sens de la vie. Ces rituels ont renforcé sa résilience émotionnelle et réduit sa dépendance affective envers les autres. Le cinquième pilier le plus important est de créer un héritage actif qui donne du sens et un but à chaque journée. Margarida a commencé à écrire des histoires de famille pour les transmettre à ses petits-enfants. Elle a organisé de vieilles photos et documenté des recettes traditionnelles. Ce projet a donné un sens à sa vie et a créé une valeur ajoutée pour sa famille. Lors d'une consultation sur le vieillissement en bonne santé, j'ai constaté que les personnes âgées qui entretiennent des relations familiales étroites partagent une caractéristique commune. Elles deviennent des sources de valeur ajoutée pour les relations, et non de simples bénéficiaires de soins. Cette évolution des rôles sociaux est essentielle au maintien d'une véritable proximité. La mise en œuvre de ces éléments doit être progressive et cohérente. Des changements rapides peuvent engendrer des résistances internes et externes. Idéalement,
Intégrez un élément à la fois, en consolidant chaque changement avant de passer au suivant. Veuillez indiquer maintenant en commentaire lequel de ces éléments correspond le plus à votre situation afin que je puisse apprendre comment je peux aider davantage de personnes comme vous à retrouver la proximité familiale qu'elles méritent. 6 mois après notre première conversation, Margarida est revenue à mon cabinet pour un examen de routine. Mais la femme qui entrait dans la pièce était complètement différente de celle qui était arrivée des mois plus tôt, portant le fardeau de l'abandon familial. Ses yeux brillaient d'une vitalité que je n'avais pas vue depuis des années. Elle m'a raconté que dimanche dernier, sa maison était devenue trop petite pour accueillir toute la famille venue spontanément déjeuner. Enfants, belles-filles, petits-enfants, tous se bousculaient autour de la table, riaient des anecdotes qu'elle racontait, réclamaient d'autres recettes apprises. Mais ce qui m'a le plus touchée, ce n'était pas l'augmentation spectaculaire du nombre de visites ou d'appels. C'était de réaliser que Margarida avait retrouvé sa dignité. Elle n'avait plus besoin de quémander de l'attention, ni de simuler des crises pour être soignée. Sa famille la recherchait parce qu'elle appréciait sincèrement sa compagnie. La transformation la plus profonde s'est produite en elle-même. Margarida a appris que le véritable amour ne s'obtient pas par la souffrance ou la culpabilité. Il s'épanouit naturellement lorsque nous devenons des personnes dignes d'être côtoyées, lorsque nous rayonnons de notre propre lumière au lieu de chercher à drainer l'énergie des autres. Ce voyage m'a appris que l'abandon familial chez les personnes âgées est rarement dû à un manque d'amour. Le plus souvent, il est la conséquence de schémas de communication qui transforment les réunions en obligations contraignantes plutôt qu'en moments de plaisir partagé. En changeant ces schémas, nous transformons toute la dynamique familiale. Si vous êtes arrivé jusqu'ici en reconnaissant votre propre douleur dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes de plus de 60 ans vivent ce même cycle destructeur de besoins et d'isolement. Mais sachez aussi qu'il existe un espoir réel et concret de transformation. Vos prochaines interactions familiales peuvent être complètement différentes si vous appliquez ce que vous avez appris ici. Chaque appel téléphonique peut devenir une source de plaisir mutuel. Chaque visite peut susciter un désir naturel de rencontre. Chaque conversation peut renforcer les liens au lieu de créer des tensions. La solitude n'est pas forcément une fatalité du vieillissement. L'abandon familial n'est pas une condamnation définitive. Il existe un chemin vers la proximité, l'attention mutuelle, l'amour exprimé par une présence choisie et non forcée. Votre famille peut encore devenir votre plus grande source de joie dans les années à venir. Vos petits-enfants peuvent encore rechercher votre sagesse et votre compagnie. Vos enfants peuvent encore être fiers et heureux de vous considérer comme leur père ou leur mère. 3 choses avant de partir. Premièrement, si cette vidéo vous a touché, aimez-la maintenant. Deuxièmement, abonnez-vous. Chaque semaine, je partage des astuces pour lutter contre la solitude après 60 ans. Troisièmement, regardez la vidéo suivante qui apparaît à l'écran où je révèle l'erreur matinale qui aggrave la tristesse sans que vous vous en rendiez compte.